Le courant pour une écologie humaine a pour ambition de prendre soin de toute la personne et de toutes les personnes. Son espérance est de relancer une dynamique vertueuse entre l'humain et son environnement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau podcast où sont valorisées les initiatives et réflexions qui mènent vers un monde mieux relié et bienveillant. En avril 2024, le courant pour une écologie humaine a organisé un forum à Marseille sur un thème crucial. De quelle écologie l'humanité a-t-elle besoin ? Dans ce cadre est intervenu Tugdual Derville, fondateur de l'association à bras ouverts qui organise des séjours et week-ends avec des jeunes porteurs de handicap et co-initiateur du courant pour une écologie humaine. Tugdual Derville incite à passer d'un monde d'objets à un monde de relations et propose des critères qui permettent une vie digne. Des repères forts pour bâtir le fameux monde d'après auquel nous aspirons tous. Tugdual Derville sera présenté par Solveig Dopp, délégué général du courant pour une écologie humaine. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Tugdual Derville, donc un autre co-initiateur du courant pour une écologie humaine. Tugdual Derville qui est fondateur d'une association qui s'appelle À bras ouverts, une association donc qui rassemble le temps d'un week-end ou de court séjour de jeunes adultes de 18 à 35 ans et des jeunes porteurs de handicap. Alors Tugdual Derville lui aussi a écrit un bon nombre d'ouvrages dont je ne vais citer que ceux qui parlent d'écologie humaine, c'est comme ça. Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, paru en 2016 aux éditions Plomb. 67 recettes de bonheur, l'écologie humaine en action, paru en 2018 aux éditions de l'Emmanuel. Et toujours chez le même éditeur, en 2020 cette fois, nouvelle recette de bonheur, 71 actions d'écologie humaine. Alors Tugdual, si tu étais d'accord, je te propose de faire un pont entre tout ce qu'on a entendu et tout ce que ça fait jaillir en termes d'écologie humaine telle qu'on essaye de la vivre et de l'encourager. Je vais m'appuyer sur une phrase qui était un leitmotiv de Gilles Héard-Dubreuil pendant les 6 mois qui ont précédé sa mort et où il savait bien que cette issue était la plus envisageable. Il ne cessait de nous répéter, il faut passer d'un monde d'objets à un monde de relations. D'un monde d'objets qu'on possède, qu'on accapare, un monde de relations qu'on entretient, qu'on protège, qu'on reconnaît bien sûr. Passer un monde d'objets à un monde de relations, c'est aussi renoncer à traiter l'autre, et comme c'est difficile de ne pas le faire, en objet qu'on instrumentalise, qu'on manipule, qu'on utilise uniquement pour le profit supposé qu'il peut nous apporter, etc. Donc c'est un chemin, effectivement, de conversion. J'ai pensé récemment à un objet qui est intéressant, parce qu'il faudrait savoir, je regarde par exemple c'est mon smartphone, est-ce que c'est un objet qui me met en relation, ou est-ce que c'est un objet qui m'obnubile? Bon, chacun peut se poser la question, les deux, mon général. Donc la question, c'est aussi comment on vit nos objets. Ou est-ce que c'est que la Joëlette? C'est une sorte de chaise à porteur avec une roue centrale sous le siège pour que des personnes porteuses de handicap moteur, plus ou moins lourds, parfois presque une dépendance absolue, puissent se promener sur les chemins à grande randonnée, faire des marathons en étant poussés ou tirés par des brancardiers, 2 dans les terrains plats, 4 dans les terrains accidentés. C'est typiquement l'objet qui met en relation. C'est un objet qui est au cœur de la relation, qui permet à une personne de vivre des paysages extraordinaires à lesquels elle n'avait pas accès, avec ses guides qui eux-mêmes vivent une expérience qui n'est plus individualiste d'une course à pied que je veux gagner, mais on est ensemble tous les 5 ou tous les 3 à aller jusqu'au bout. J'ai pensé à cet objet pour ici illustrer les piliers qu'on s'est choisis dès le démarrage du courant pour une écologie humaine, avec Gilles, le commun, créer du commun. Ne cesser de créer du commun, de mettre des choses qui sont trop égotiques ou individualistes dans du commun. Je lis un livre, je le partage. Il passe dans la bibliothèque du commun. Deuxième critère, la vulnérabilité. Cet être humain qui va être le cœur de notre préoccupation, je le reconnais, vulnérable, ayant un besoin d'une protection qui va être une façon aussi pour moi de dire que toute l'humanité mérite cette protection, y compris moi-même dans le temps où j'aurai besoin d'une protection encore plus grande que celle dont j'ai déjà besoin aujourd'hui. Et puis le troisième critère qu'on s'est donné, c'est le critère de la bienveillance, non pas une bienveillance molle, mais veiller au bien. Voilà, être des veilleurs du bien. Et vous le voyez, commun, vulnérabilité, bienveillance sont des critères positifs. Ce n'est pas des critères de résistance, c'est des critères de construction d'une société. Alors on est allé un peu plus loin et on a cherché à développer pour notamment un jeu sérieux de débat, de réflexion, 8 critères qui nous aident à vérifier si un projet
si une intention, si une réalisation, si un débat peut s'appuyer sur vraiment cette écologie humaine. Et je vais vous présenter 8 critères assez rapidement, accrochez-vous. Vous allez voir, ces critères sont comme des poupées gigognes enchâssées les uns dans les autres. Le premier critère, respect de la personne. Respect de sa dignité, de sa vulnérabilité, de son souhait d'autonomie. Dans ce respect de la personne, premier critère, est intégré le fait que cette personne doit être respectée dans sa possibilité de faire des choix, de décider. Ce n'est pas juste un soutien à une forme de passivité. Premier critère. Deuxième critère, que j'emboîte, la réponse à ses besoins. Que la personne puisse trouver de quoi répondre à ses fameux besoins primaires, nourriture, chauffage, logement, sécurité, et jusqu'aux besoins tout aussi essentiels, accès à la culture, à la nature, voilà, au travail, etc. Voilà. Troisième critère, l'appartenance de cette personne à des communautés de confiance. Nous ne sommes pas des individus prétendument autonomes, nous sommes reliés, l'être humain a besoin d'autrui pour se connaître, pour être heureux, et donc nous appartenons à des communautés. Et est-ce que la personne peut élaborer ses projets avec une communauté de confiance? Est-ce que cette communauté peut proposer et édicter des règles qui vont lui permettre de se déployer? Gilles aimait bien citer les prud'homies pêcheurs. Mais finalement, ce qu'on a entendu sur les rivières, c'est un peu la même chose. On voit des citoyens que vous voulez mettre ensemble dans une démocratie participative que vous rêvez pour qu'elles puissent édicter ensemble des règles de fonctionnement qui les sortent d'un individualisme qui les bloque avec leurs murs qui s'opposent les uns aux autres pour inventer quelque chose qui ne marchera pas totalement pour domestiquer une rivière qui ne se domestique pas, mais qui les met ensemble. Voilà. Donc des communautés de confiance soutenues par les différentes autorités et instances. C'est absolument essentiel, qu'elles soient de proximité, qu'elles soient peut-être plus lointaines, de conviction, de passion. Quatrième critère, que les personnes soient respectées dans leurs désirs, dans leurs besoins d'un enracinement territorial. Un ou plusieurs territoires, suivant notre façon d'être nomade ou pas, mais que dans ces territoires, nous puissions avoir accès aux ressources de ce territoire, les connaître, qu'elles soient naturelles ou culturelles. Elles sont d'ailleurs reliées les unes et les autres. Le cinquième critère, vous voyez, ils sont emboîtés. Il est emboîté dans le suivant, c'est la protection justement de ces écosystèmes. Ces écosystèmes qui nous émerveillent doivent être protégés, pas seulement pour nous-mêmes ici et maintenant, même si c'est le début, mais également pour nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, les générations futures, qu'on leur lègue cette biodiversité extraordinaire, et aussi, on le sait, pour les hommes de l'autre bout du monde qui dépendent désormais de nos modes de vie, de nos modes d'action. Donc il y a une sorte d'extension du domaine de la solidarité à mesure que l'homme acquiert de la puissance. Protection des écosystèmes. Ensuite, encore 3 critères, il y en a 8. Le 6e, c'est une information fiable. Nous avons besoin, pour décider avec une véritable liberté des actions à conduire, que l'on soit informé de manière ajustée sur les enjeux, ce qui existe. Je ne vais pas nous faire de la peine, mais la pandémie a été l'occasion de voir que nous avions énormément de mal à nous dépatouiller dans les informations contradictoires qu'on a reçues, et beaucoup s'en sont trouvés assez déprimés. Donc on a besoin d'informations qui soient fiables, justes, multiples, éventuellement contradictoires, pourquoi pas, mais pour pouvoir vraiment tracer et donner du sens à ce qu'on fait. L'avant-dernier critère, c'est le soutien institutionnel. Que les institutions, sur leurs différentes strates, puissent nous apporter le soutien nécessaire à nos projets. Elles le font bien souvent, on en a eu des exemples encore tout à l'heure, avec les financements qui sont apportés à tel ou tel projet, sur les rivières notamment. Et aussi que nous puissions y participer, que nous ayons le sentiment de pouvoir peser, collectivement ou personnellement, qu'il y ait un système de gouvernance qui nous permette d'avoir le sentiment d'y participer. Et enfin, le dernier critère, c'est difficile de lui trouver un titre, on pourrait dire c'est sens et transcendant, c'est-à-dire qu'on puisse donner du sens symbolique à ce que nous vivons. J'ai envie de dire, vous connaissez la formule de Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Donc on ne peut pas être satisfait de choses au ras de la terre, il faut cette dimension de transcendance qui peut être spirituelle, qui peut être religieuse ou autre. Vous voyez que chacun de ces critères est traversé par le besoin des personnes, notre besoin de participer à ce qui nous concerne sur ces sujets. Ne pas subir, mais participer. Alors, je vais rajouter des petites choses. Si on essaie de respecter ces critères, de les travailler, d'en débattre, je voudrais rajouter 3 sortes de clés, disons, qui pourraient nous aider à avancer au travers de 3 mots. Le premier mot, c'est la motivation. On ne peut être dans une conversion que si on a une motivation extrêmement forte. Alors, peut-être qu'il y a 2 types de motivation, on l'a entendu. Soit je suis atterré, soit je suis émerveillé. Et moi, je pose que l'émerveillement prime sur l'atterrement, qu'il est premier.
J'ai envie de dire presque au commencement était l'émerveillement. Ça rejoint peut-être au commencement était le lien ou la relation qu'a évoqué tout à l'heure Pierre-Yves. Donc j'ai une douleur personnelle parce que mon émerveillement est contredit par les destructions de tel ou tel biotope qui me désole. Moi j'ai été émerveillé par des personnes porteuses de handicap. J'ai d'abord été émerveillé. Et ensuite j'ai été atterré de voir combien elles étaient rejetées, isolées, mises à l'écart. C'est l'émerveillement qui a été pour moi premier et qui demeure d'ailleurs dans ces rencontres. Deuxième mot, homéostasie. Donc vous savez que vous êtes maintenu à une température vitale, entre deux températures, les soignants le savent, en deçà et au-delà de laquelle nous mourrions. Donc notre corps s'adapte aux perturbations de notre environnement. Or nous sommes, je transpose, partie prenante d'écosystèmes, là où nous sommes. L'être humain fait partie des écosystèmes, il impacte dessus d'ailleurs, assez fort, on le sait. Eh bien, l'homéostasie, c'est ce qui permet à un système, à un écosystème, de trouver son équilibre au-delà des perturbations qui sont causées. Et donc, il appartient à l'être humain d'exercer sa responsabilité pour compenser par des actions les déséquilibres qu'il observe dans ces écosystèmes, que ce soit lui directement ou peut-être d'autres qui aient causé. On appelle ça des rétroactions correctives. Je regarde techniquement où se passent les dépôts sauvages de déchets et j'essaie de comprendre et après j'essaie de faire des actions qui vont corriger de manière ajustée les déséquilibres provoqués dans un écosystème. Et donc, cette idée d'homéostasie, c'est-à-dire de système qui retrouve sans cesse son équilibre, peut nous motiver à produire des actions qui transforment, sans ce qui ne vont pas revenir en arrière. On ne va pas revenir à l'époque, je ne sais pas, de la lampe à huile, mais on va trouver des systèmes pour rééquilibrer, sans cesse rééquilibrer, ce qui est une façon peut-être plus positive de réguler au fond. Voilà. Un exemple type, c'est les milieux ouverts ont largement disparu depuis que les grands herbivores ne piétinent plus les forêts. Donc si on laisse faire, les forêts envahissent nos écosystèmes et les milieux ouverts arbustifs où vivent des tas d'espèces qui en dépendent disparaissent, eh bien l'être humain compense cela en faisant du broyage, en refaisant des clairières, en garantissant qu'il y a un certain nombre de milieux ouverts où toutes ces espèces qui sinon disparaîtraient peuvent prospérer. Et le troisième mot que je vous propose et que j'ai appris dans un groupe de travail qu'on a fait ensemble à Courant pour une écologie humaine, la démassification. Tout un pan de notre histoire a été vers une forme de collectivisme ou disons de globalisation et chacun dans sa tenue vestimentaire, les musiques qu'il aime, etc., a contribué peut-être à cette massification. Le temps est sans doute à la démassification, à revenir à hauteur d'homme, à revenir aux histoires singulières. Voilà, il s'agit de regarder le chemin que nous pouvons faire. Et j'ai beaucoup aimé aussi qu'on nous dise que l'important n'était pas tellement le but que le chemin. Et donc le rêve et le chemin, le pas qu'on peut faire pour transformer les choses, chacun en avançant d'un pas. On s'est souvent dit ça dans le courant pour une écologie humaine, transformation personnelle grâce à une bascule cognitive. Vous savez, c'est-à-dire que je reconnais enfin que j'ai ma part à prendre. Cette bascule cognitive, c'est une bascule des entrailles, on peut dire. Hein. Je suis saisi d'émerveillement et de douleur pour avoir envie que les choses changent et savoir que je peux le faire. Voilà. Et donc c'est personnel, mais c'est aussi ensemble, et on va jusqu'au champ métapolitique. On va dire c'est aussi un enjeu, bien sûr, auquel on peut contribuer dans le champ politique au sens le plus noble du terme. Alors j'avais une conclusion, un dernier mot. C'était la fameuse phrase de Gilles qui nous disait, voilà, il a été très consolé parce qu'il allait beaucoup à Tchernobyl, Fukushima pour essayer d'aider les populations locales. Il avait l'impression de faire un énorme travail et que c'était vraiment de la poussière. Alors il a dit, tu n'es pas responsable du monde, ce que tu fais n'est pas dérisoire. Vous avez peut-être entendu cette formule, solution fondée pour la nature. On le voit dans le Nord, inondation, on fait des digues, ou alors on fait des terrains, des zones où on espère que la nature elle-même, par un système plus équilibré, prenne soin de ces débordements naturels des fleuves. Et moi j'ai envie de dire, ce sera mon mot, solution fondée sur la nature humaine. Solution fondée sur la nature humaine. C'est-à-dire que si nous cherchons des solutions qui soient véritablement propres à célébrer l'humanisme dont nous a parlé Pierre-Yves, eh bien, c'est des solutions qui tiennent compte de cette nature humaine. Un être humain à respecter, un être humain dont les besoins doivent être respectés, un être humain qui agit au sein de communautés de confiance, un être humain qui s'enracine dans des territoires, qui les protège, les écosystèmes sans lesquels il ne peut survivre et dont il a besoin au plan à la fois personnel, culturel
et spirituel, un être humain qui est informé de manière équilibrée pour pouvoir poser des choix vraiment libres, un être humain qui est soutenu par des institutions, qui y contribue, et un être humain qui peut donner du sens aux événements qu'il traverse. Je vous remercie. Nous remercions encore Tugdual Alderweireld d'avoir participé à cet événement. Nous espérons que vous sortirez de cette écoute aussi inspiré que nous, et souvenez-vous, ce que vous faites n'est jamais dérisoire. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuel, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!